Et donc, comme je vous l'ai dit, nous allons maintenant aborder le sujet des maladies psychosomatiques. Donc, est-ce qu'un état d'angoisse, est-ce qu'un accident de la vie peuvent causer des maladies, hein? On sait tous qu'on peut être dérangé au niveau intestinal dès lors que nous sommes contrariés. Est-ce que cela est valable pour d'autres maladies? Qu'en est-il réellement? Je vous propose donc d'accueillir Anne Jean-Blanc, donc qui va animer cette table ronde, journaliste au point, et donc avec 3 experts, le docteur Farej Cherik, psychiatre des hôpitaux, praticien hospitalier et responsable du service d'addictologie du CHU de Nice, le professeur Laurent Misery, chef du service de dermatologie au CHU de Brest, directeur du laboratoire de neurosciences de l'Université de Bretagne occidentale, et le professeur Thierry Piche, chef du service de gastro-entérologie et oncologie digestive au CHU de Nice. Anne, je vous passe la parole. Alors, on va reprendre notre sérieux. En même temps, ça fait tellement bien de rire, et même pour les maladies psychosomatiques. Je suis sûre qu'on a pour repousser la maladie, là, pour au moins... Enfin, on ne peut pas dire combien de temps exactement, mais en tout cas, on a repoussé les limites de la maladie, et c'était vraiment trop bien. Alors, je vous remercie tous les 3 d'être présents, parce que dans les pouvoirs méconnus du cerveau, et les pouvoirs qu'on n'aime pas du cerveau, il y a celui, effectivement, de jouer un rôle négatif dans les maladies, ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Je voudrais d'abord savoir de vous 3 la définition exacte de maladie psychosomatique et ce que ça représente. Donc, les uns après les autres, donnez-moi un petit peu ce que ça peut représenter pour vous dans chacun de vos domaines et la fréquence des soucis. On commence par la dermatologie ? Allez. Alors, moi, je vais commencer par dire que ça n'existe pas. Parce que chaque maladie a une part psychique, mais aucune maladie, sauf les maladies psychiques, n'est totalement psychique. Voilà ce que j'en dirais. D'accord. Monsieur Piche. Écoutez, moi d'abord, j'ai été très enjoué par le yoga du rire, et je pense que ça devrait véritablement rentrer dans le domaine de la thérapie dans beaucoup de maladies digestives. Vous pensez pouvoir en prescrire bientôt ? Je crois déjà qu'on va être en relation pour pouvoir faire des études de recherche, parce que ça me paraît indispensable. Donc je rejoins mon collègue, il n'y a pas de maladie psychosomatique, mais seulement une intervention du cerveau. Pour ma part, en tout cas en gastro-entérologie, sur le tube digestif, c'est très clair, c'est bien démontré maintenant. L'avis du psychiatre ? Maladie psychosomatique, c'est vrai que généralement quand on est sollicité, c'est les collègues qui nous parlent, voilà, j'ai rien trouvé, et puisqu'on n'a rien trouvé, je vais orienter chez le psychiatre. En fait, c'est presque un peu la spécialité du rien, et c'est ce qui est un peu psychosomatique, c'est quand on n'a rien trouvé. Ça, c'est exactement parce que les patients, quand ils viennent nous voir, on n'a rien trouvé, je viens vers vous, spécialiste de la tête et tout, parce que je n'ai rien. Et ce rien est très très important à considérer comme ça en matière philosophique. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a eu toute une école qui a développé la psychosomatique, effectivement. Ce sont toutes les somatisations à travers des phénomènes d'angoisse qui viennent prendre place au niveau des organes, au niveau des appareils, mais qui n'ont aucune consonance organique. D'ailleurs, c'est vrai que sur le plan médical, on préfère parler de symptômes médicalement inexpliqués. Ça a beaucoup plus de sens, c'est les symptômes fonctionnels. Et là, Thierry, on sait quelque chose. Et plutôt que de parler de maladies psychosomatiques, parce que sinon, c'est vrai qu'on va rentrer un peu dans des classifications assez complexes, non seulement à expliquer, et puis à prendre en charge. Mais Jérémy Howick, qui était avec nous ce matin, vous l'avez sans doute entendu pour certains d'entre vous, avait l'air de dire que de toute façon, le cerveau, enfin le corps et l'esprit étaient tellement liés qu'il n'y avait aucune maladie dans laquelle il n'y ait pas les 2 aspects. Il n'y a pas de maladie purement somatique, ça n'existe pas. Je ne sais pas, si je reprends les cours que j'ai faits il y a quelques années en arrière, on disait les maladies psychosomatiques, ça peut être un ulcère gastro-duodénal, ça pourrait être l'asthme. Je pense qu'en l'état de connaissance actuelle, je ne peux pas dire et affirmer devant vous tous que l'asthme et l'ulcère, c'est psychosomatique. Parce que je n'aurai aucun argument. Si, on pourrait reprendre un historique et d'essayer de travailler sur des causes, des liens, des causes à effet. Mais sincèrement, je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. La tête, il y a toujours un vécu psychologique qui est valable à toute maladie, et surtout quand elle est d'évolution chronique. Le mental joue un rôle extrêmement important. Ce qui est important actuellement, je pense, c'est beaucoup plus le phénomène inflammatoire dans les maladies psychiques. Quand on déprime, quand on a une anxiété, c'est tout le rôle inflammatoire qu'il faut continuer d'étudier avec la neuromodulation d'un point de vue immunitaire. C'est ça qui est intéressant de savoir.
et de voir à quel point ça peut avoir un impact sur le plan organique. C'est vrai qu'on en parle, mais le risque de trop en parler, on l'a déjà vécu d'un point de vue de l'histoire, c'est un fourre-tout. Dès qu'on trouve rien, on dit que c'est psychosomatique. Finalement, oui, c'est fourre-tout, c'est un peu facile. Moi, ce que je voudrais voir, déjà, dans vos deux spécialités, donc la dermatologie, la gastroentérologie, à court terme, les maladies psychosomatiques, c'est quoi ? On a tous, effectivement, Hélène le citait, la diarrhée, une grande trouille et une diarrhée. Je pense qu'en dermatologie, c'est peut-être des plaques sur le visage. C'est quoi pour vous, à court terme, la maladie psychosomatique ? Alors, je crois qu'il y a une maladie, pas un comportement de trouble digestif, mais une maladie qui s'appelle la colopathie fonctionnelle. 12% de la population en général en est porteuse. 3 millions de personnes en France. En gros, vous avez mal au ventre, vous avez des troubles diarrhéiques, constipés, on vous fait des examens complémentaires, vous n'avez rien, et puis on vous dit finalement, c'est dans la tête. La vérité... avant de parler de cette pathologie-là, je voudrais juste l'effet immédiat d'un stress, par exemple. Parce que, est-ce que pour vous, la diarrhée de peur, c'est une maladie psychosomatique ou pas, ou c'est juste un effet... Il y a des mécanismes physiopathologiques très clairs qui montrent qu'un stress aigu ou un stress chronique influence toutes les fonctions du tube digestif. D'accord. La motricité, donc, la sensibilité, dont ces maladies, dont la sécrétion. Donc quand on a un examen et qu'on a une diarrhée avant l'examen, l'exemple type c'est le baccalauréat, c'est tout à fait expliqué. Dans l'inconscient collectif, on a des phrases assez clés, on dit on digère une information, donc on digère un stress. Le stress, d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est l'environnement, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on sent, c'est ce qu'on mange. Et finalement, on le qualifie de stress aigu chronique, et on vit avec cet environnement, et on progresse vers ces différents comportements, vers ces différentes pathologies, fonctionnelles en particulier, comme la colopathie fonctionnelle. On sait comment le stress agit directement sur le système digestif, par exemple. Je vous poserai la même question sur la peau après. Clairement, d'abord chez l'animal, mais je ne veux pas faire des détails très techniques, mais on a quelques informations quand même. On a cartographié toute une série de relations entre le cerveau, donc les neurones, et les voies nerveuses qui relient le système nerveux entérique. Il y a 12 millions de neurones dans le tube digestif. Le système nerveux entérique, c'est le tube digestif. Oui. C'est ce qu'on appelle le second cerveau, le cerveau dans l'intestin, et qu'il faut d'ailleurs immédiatement relier à un environnement qui est la flore colique. Le système nerveux entérique, le microbiote, oui. Voilà, donc cet axe cerveau-intestin, il est très clairement identifié chez l'animal et chez l'homme, et il est opérant à la fois dans le sens cerveau contrôle des fonctions digestives, mais aussi à l'inverse, les fonctions digestives contrôlent les comportements cérébraux. C'est le cas par exemple quand on a des douleurs digestives chroniques, où on peut avoir des retentissements psychologiques de nature anxieuse, de nature dépressive. C'est tout à fait clarifié maintenant. Ça veut dire que c'est dans les deux sens, hein. C'est un axe qui est opérant dans les deux sens. Alors l'histoire, ça remonte au 19e siècle, c'est assez ancien. Les premiers, on parlait de neurasthénie gastrique à l'époque, et donc on voit bien déjà qu'on liait le cerveau et le tube digestif. Les connaissances sur l'opérabilité de ce système du tube digestif vers le cerveau sont plus récentes. Ça remonte aux années 2000, où on a maintenant clairement des profils de flore qui peuvent d'ailleurs influencer des pathologies comme l'autisme, où on a des documentations et peut-être quelques pistes thérapeutiques. Vous acquiesciez sur l'autisme, votre voisin là, le psychiatre, pardon, excusez-moi. Oui. Pour vous, c'est des notions qui sont maintenant validées. Parce qu'on met un petit peu, pardon de l'expression, mais on met un petit peu le microbiote à toutes les sauces actuellement. Mais en tous les cas, le microbiote, on en parle beaucoup en psychiatrie, dans les recherches actuelles, ça en fait partie. Tout à l'heure, je parlais de l'inflammation et des mécanismes de l'inflammation. Donc là aussi, c'est une voie de recherche extrêmement respectable, où on trouve des liens aussi, même par rapport à des pathologies neurodéveloppementales, et pas uniquement psychiatriques, telles que l'autisme. Revenons un petit peu à la peau. Vous avez écrit pas mal de livres. Il y a un titre que moi j'aime beaucoup qui s'appelle « La peau, miroir de l'âme ». Ça veut tout dire. Ça veut dire que du simple rougissement, quand on a peur, on est sur scène, on a un micro, on se dit « Mon Dieu !» Alors là, on rougit, on transpire un peu. Aux plaques, par exemple, aux poussées d'eczéma, aux poussées d'herpès, tout ça a des liens.
Oui, en fait, sans parler même de maladie, c'est normal d'exprimer ses émotions à travers la peau. On rougit, on blêmit, on transpire, etc. Ou la bouche aussi, plus ou moins sèche, etc. Et ça, c'est normal parce que lorsque nous sommes stressés de manière aiguë, donc à court terme, eh bien, on sécrète dans le cerveau et puis ensuite ça passe dans le sang ou bien directement dans la peau des substances qui s'appellent les neuromédiateurs, dont l'adrénaline est le plus connu, et qui vont avoir un effet sur la peau ou d'autres intestins. C'est pareil pour d'autres lapsus révélateurs. Très joli lapsus. D'autres microbiotes, on pourrait dire aussi. Oui, Non, je d'autres plaisante, microbiotes, mais d'autres organes, l'intestin, le poumon, c'est exactement la même chose. Et puis, pour le stress chronique, c'est la même chose, mais de manière continue. Ça nous affaiblit à plein d'égards. Entre autres, lorsqu'on a une maladie préexistante comme le psoriasis, par exemple, c'est peut-être le meilleur exemple, eh bien, on va avoir des poussées de psoriasis plus fréquentes, plus graves, plus prolongées. Est-ce que le psoriasis est une maladie purement psychosomatique? Non, vraiment pas. Encore une fois, ça n'existe pas. Et puis, l'association patiente, par exemple, n'aime pas du tout qu'on dise que c'est psychosomatique. Quand on a un psoriasis, on a une maladie de la peau, on n'est pas fou. On a une maladie de la peau, mais si on a un stress chronique, si on est dépressif, eh bien à ce moment-là, ça va être pire en réalité. Je ne vais pas prendre les différents qualificatifs, mais ça va être pire. C'est aussi comme le bouton de fièvre, entre guillemets, qui n'a rien à bouton de fièvre, mais qui est de l'herpès. Oui. Hein. À un moment, on est stressé et l'herpès sort des petites cellules Oui. dans lesquelles il était tapis et il peut se remanifester. Oui, c'est ça, parce que tous ces neuromédiateurs, ils vont avoir des effets sur les cellules de la peau ou de l'intestin, mais aussi sur les cellules immunitaires dans leur ensemble, et en général dans le sens d'un déficit immunitaire, comme au cours de l'herpès, le virus peut se réveiller, ou dans une dysrégulation immunitaire, comme dans le psoriasis ou l'eczéma, où l'immunité s'active, mais de manière totalement irraisonnée. Monsieur Piche, système immunitaire et tube digestif, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas pour l'instant? Je crois que c'est étroitement lié. L'axe cerveau-intestin, clairement, comporte, au-delà des neurones digestifs, des neuromédiateurs qui sont sécrétés au niveau du tube digestif et qui vont influencer les cellules immunitaires du tube digestif, informer à leur tour le système nerveux central. Donc on est véritablement dans un axe neuro-inflammatoire. Et actuellement, on considère que ces maladies réputées fonctionnelles, dites psychosomatiques, en fait ne le sont pas, mais sont véritablement des maladies inflammatoires de bas grade qui s'expriment à la faveur de différents cofacteurs. Le stress chronique en est un, des traumatismes, l'alimentation, des diverses infections comme des gastroentérites. Donc la neuroimmunité fait véritablement partie de ce contrôle entre le cerveau et l'intestin. Et entre le lien entre les systèmes immunitaires et maladies psychiatriques ou pathologies associées, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, monsieur Chéry? En fait, actuellement, c'est vrai que l'immunité, l'inflammation, c'est lié au processus immunitaire. Une baisse d'immunité pourrait être un facteur d'une dépressivité. C'est-à-dire on peut faire une dépression beaucoup plus facilement quand les facteurs immunitaires sont diminués. D'ailleurs, c'est très très intéressant parce que quand on a des phylacties, par exemple de maladies de Crohn, qui sont des maladies inflammatoires, des rectocolites hémorragiques. Pardon, des phylactives, dites-moi ce que c'est. C'est-à-dire un ensemble de patients qui viennent consulter à l'hôpital et puis on essaye un peu d'étudier les facteurs de risque. C'est qu'on a remarqué des rechutes inflammatoires au niveau intestinal sont provoquées, dans la majorité des cas, par un événement stressant d'ordre psychologique. Séparation, des événements heureux aussi qui peuvent avoir un gradient de stress assez important, qui peuvent provoquer une poussée inflammatoire. D'où le lien actuellement qu'on établit par rapport à cette appellation psychosomatique, des liens que pourrait avoir le stress sur une sorte de vulnérabilité qui est située à un niveau où il y a véritablement de l'inflammation. Et c'est tout le rôle actuellement, c'est que maintenant, par exemple, les patients qui présentent des maladies inflammatoires, c'est très important de leur proposer dans la prise en charge les immunosuppresseurs, parce qu'actuellement c'est le traitement, mais c'est d'associer systématiquement une prise en charge psychologique, qu'elle soit d'ordre verbal, psychothérapeutique,
qu'elle soit d'ordre corporel, c'est les thérapies corporelles de relaxation, ou bien qu'elle soit d'ordre médicamenteuse, pourquoi pas, pour pouvoir optimiser la prise en charge de la pathologie inflammatoire et non pas la prise en charge psychiatrique. Et c'est là où je rejoins mes collègues finalement. Quand on veut prendre une prise en charge c'est-à-dire d'une façon optimisée dans les règles de l'art, on soigne le psoriasis tout en faisant une prise en charge psychologique systématique, sans peut-être même l'appeler psychologique, parce qu'on propose déjà les moyens relationnels, les moyens médicamenteux, pourquoi pas, pour arriver à de meilleurs résultats et de moindres rechutes. Vous parlez de ça comme si ça existait, mais est-ce que dans vos pratiques quotidiennes, vous avez le temps de faire ça? Vous avez des équipes pour faire ça? Est-ce que les patients peuvent bénéficier de ce genre de traitement, messieurs? Je vais prolonger ce qu'a dit mon collègue, puisqu'on travaille ensemble dans ce domaine-là. Donc, dans les maladies inflammatoires du tube digestif, par exemple, la maladie de Crohn, pour ne citer qu'elle, la rectocolite hémorragique, je confirme qu'il est important, non pas que de s'adresser au ventre du patient, mais d'avoir une approche un peu plus holistique, de lever la tête et de traiter la maladie, le malade dans son ensemble. Et on a tendance, de plus en plus, même si les patients le font généralement spontanément, à proposer des approches de médecine, on va dire non conventionnelles, non médicamenteuses, pour améliorer l'état psychologique et du coup améliorer les fonctions digestives. On est capable de faire diminuer les scores de douleurs digestives avec des techniques, par exemple d'hypnose, certaines techniques d'ostéopathie, sans qu'on sache très bien comment ça fonctionne, mais en tout cas pour le bien-être des patients. Donc oui, ça marche et on le fait en pratique. Au niveau de la peau? Alors c'est d'autant plus important qu'il y a un retentissement des maladies somatiques sur le psychisme aussi, d'une part, parce que cette inflammation... Un cercle vicieux? Un cercle vicieux, un vrai cercle vicieux, parce que cette inflammation va favoriser la dépression, etc., mais aussi avoir une maladie cutanée, une maladie intestinale ou autre, ça induit bien sûr une souffrance psychique. Et de ce point de vue-là aussi, le corps est totalement indissociable de l'esprit. Il y a un véritable cercle vicieux qu'il faut aider les patients à rompre. Alors pour répondre à votre question très pertinente, on ne peut pas le faire pour tout le monde. On est très très loin d'avoir le personnel nécessaire. Il y a aussi un certain nombre d'équipes qui n'ont même pas cette volonté. Donc visiblement, tous les trois, on pense qu'ils n'ont pas raison. Mais néanmoins, ça se développe quand même de plus en plus dans la mesure des restrictions personnelles. Il ne faut pas tomber non plus dans l'excès inverse. Il ne faut pas dire non plus à quelqu'un qui n'a aucune envie d'avoir un soutien psychologique quel qu'il soit, lui dire non, vous avez un psoriasis, il vous faut un soutien psychologique. Dans ce cas-là, ça ne marchera pas. Alors moi maintenant, je voudrais qu'on aborde un sujet qui vous intéresse tous, et je vais quand même vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. C'est quand on a préparé cette table ronde, il y a une question que tout le monde se pose quand on a un diagnostic de cancer, c'est qui est responsable? Est-ce que le départ de mon mari, est-ce que l'accident de mon enfant est responsable? Et j'ai commencé par appeler l'Institut national du cancer, et j'ai été étonnée parce qu'ils n'ont personne qui réponde à ces questions. C'est pas du tout une attaque contre eux parce qu'ils font des choses formidables, mais c'est vrai que c'est très étonnant qu'un institut comme ça n'essaie pas de travailler sur ce sujet-là. Alors c'est une question que je vais vous poser à vous trois, vous notamment qui travaillez dans un centre anti-cancer. Les accidents de vie peuvent-ils déclencher un cancer? Alors je crois qu'il faut quand même pas aller jusque-là. On cherche effectivement, quand on a une maladie grave, toujours à trouver un responsable. On connaît dans certains cancers digestifs des facteurs de risque qui sont connus, reconnus, et notamment l'alcool, le tabac. Pour le cancer du foie, il y a des cancers où les facteurs de risque sont méconnus, et donc trouver le coupable à tout prix n'est pas une solution, y compris mais pour c'est peut-être un besoin aussi pour expliquer. C'est un besoin, mais je crois qu'il faut alors, expliquer l'inexplicable, mais déjà accompagner et proposer des plans personnalisés de soins avec une annonce claire et rassurer le malade au moment de l'annonce. Chercher la cause, c'est le travail après des épidémiologistes à grande échelle, et dans certains cancers, on identifie. On parlait tout à l'heure de l'ulcère de l'estomac. Bon, à l'époque, on pensait que le stress créait les ulcères. Maintenant, on sait très bien que exactement que l'ulcère gastrique en particulier, il y a une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori. Elle est considérée comme un facteur carcinogène de l'estomac, et on a tendance donc à l'éradiquer de manière assez systématique. Mais c'est loin d'être le cas pour tous les cancers digestifs. Professeur Misery.
C'est une question qui est vraiment difficile. De toute façon, chercher une cause à un cancer, c'est impossible parce que c'est pas la réalité. Par exemple, on sait qu'il y a, pour un cancer cutané, il y a un rôle de l'exposition aux ultraviolets, peut-être des facteurs chimiques qu'on connaît mal, et puis on sait que un stress chronique va induire un déficit immunitaire, donc ça va favoriser la survenue ou le développement des cancers, parce qu'on tue quand même un cancer de la peau par jour, hein, spontanément. Un cancer spontanément de la peau par jour. Oui. C'est quand même une bonne nouvelle. Et on est des serial killers, là, grave. Hein. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que de temps en temps, on en a quand même un qui survient. Et bon, ça sert à rien de chercher quelle peut être la cause. Il y en a pas. Il est là. Il faut agir. Le soutien psychologique en fait partie, bien sûr. Alors, avant de poser la question au docteur Chéric, moi j'ai une hypothèse. Alors, je suis désolée, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste comme vous, mais est-ce que le fait d'avoir un accident de vie ne fait pas de temps en temps avoir une mauvaise hygiène de vie qui serait éventuellement à l'origine d'un cancer ou d'une autre maladie? Qu'est-ce que vous en pensez? Puis après, je voudrais qu'on parle de ces femmes qui ont un cancer du sein. Vous m'avez raconté des choses qui m'ont beaucoup étonnée. En fait, en gros, c'est vrai que là, mon collègue parlait justement des facteurs de risque. C'est-à-dire si maintenant on essaye d'avoir un esprit scientifique, une méthodologie, c'est très difficile de s'embarquer sur un terrain d'une relation de cause à effet entre le côté psychologique et l'apparition d'une pathologie néoplasique. Mais par contre, les facteurs de risque, c'est très très intéressant, comme l'alcool, la cigarette, c'est des facteurs de risque évidents, reconnus. Par contre, si je vous parlais d'un autre facteur de risque, qui est aussi évident dans la survenue, pas peut-être dans le fait de provoquer un cancer. En gros, les patients qui présentent une dépression vont lutter moins que les patients qui ne présentent pas une dépression devant justement un cancer. Et ce que vous dites, c'est intéressant, parce que quelqu'un effectivement qui a un événement de vie, il peut effectivement baisser les bras, il peut modifier son hygiène de vie, c'est de par les effets de l'anxiété, de la dépression, d'un laisser-aller, et même dans une sorte d'autorégulation de type addictologique, c'est-à-dire de boire plus, de mal dormir, et ça peut être justement donc là de défavoriser. Mais le terrain est plurifactoriel après, ça touche plusieurs systèmes. Mais c'est vrai que ça peut partir de là, le laisser-aller qui peut provoquer. Mais pour nous, c'est vrai qu'on est obligé de travailler sur des facteurs. Actuellement, par exemple, le facteur dépressif est un facteur qui est très important. Et là, c'est vrai qu'on communique avec nos collègues de dire attention, il faut toujours dépister le terrain anxieux, l'anxiété, pourquoi pas la dépression, avec des outils qui sont validés, avec des vrais outils, parce que c'est vrai que je pense que tout l'art d'exercer au milieu médical pour un psychiatre et pour des psychologues, c'est justement d'aller vers l'avant, de voir un peu comment le patient pourrait souffrir, qu'est-ce qu'il en dit, mais c'est surtout le véritable enjeu, comment le dépister spontanément possible et sans psychiatriser, parce que je suis tout à fait d'accord, il ne faut pas proposer à tout le monde. Mais moi, j'aimerais bien que ça soit systématique, et c'est le personnel de soins qui soit formé à la relation plutôt que de recouvrir aux psy. Les psys, on est là, mais on est en arrière-plan. Si besoin, on peut proposer des choses intéressantes, mais on est toujours en arrière-plan. Alors, une fois que la maladie a été déclarée, donc psychosomatique, pas psychosomatique, mais est-ce qu'un soutien, c'est ce que vous avez déjà dit un petit peu, un soutien psychique a vraiment des effets sur l'évolution de la pathologie? Si oui, lesquels? Et quelles solutions, quels conseils pourriez-vous donner aux gens dans votre domaine, par exemple? Alors, sur le plan de la cancérologie digestive, je crois qu'en tout cas, concernant le CHU de Nice, on est maintenant très ouvert à des approches que j'ai citées, qui s'appellent des approches holistiques. Il faut savoir que 80% des malades... Ça représente quoi, excusez-moi, les approches holistiques? Des approches globales. D'accord. Qui ne se reposent pas simplement sur la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, qui sont nos armes essentielles en cancérologie. Ces approches permettent de faire en sorte que les patients tolèrent mieux les traitements. Je vous donne un exemple. On met en place actuellement un protocole d'évaluation de la réalité virtuelle au moment des chimiothérapies, qui sont souvent mal tolérées, qui accompagnent, qui provoquent des vomissements, des intolérances. Et on a constaté que ces techniques dites de médecine non conventionnelle font mieux tolérer les malades et améliorent la qualité de vie
Et globalement, on n'a pas encore de résultats sur la survie, mais en tout cas, on a une meilleure qualité de vie pendant le traitement. Et ça, c'est véritablement important. C'est vrai avec cette technique, mais il y en a plein d'autres. En dermatologie? Alors, il ne faut pas espérer guérir d'une maladie purement somatique avec un traitement purement psychothérapique, mais l'association, comme toujours, est très intéressante. Même maintenant, où dans le psoriasis, on a des traitements biologiques fantastiques qui transforment la vie des patients, j'en vois quand même quelques-uns qui résistent. Et c'est peut-être mon expérience personnelle, mais à chaque fois, c'est la même chose. C'est des patients qui ont un vécu très douloureux, une grosse souffrance psychique, pour des raisons qui n'ont rien à voir du coup avec la maladie. Et quand on arrive à les aider aussi de ce point de vue-là, eh bien, on voit très nettement que les derniers résistants au traitement, ils vont beaucoup mieux. Peut-être on va vous donner la parole pour poser quelques questions. Absolument. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Anne, vous avez cité donc l'un des ouvrages du professeur Misery, il y en a d'autres, hein, je pense à Votre peau a des choses à vous dire, La peau neuronale ou Les nerfs à fleur de peau. Ces ouvrages sont disponibles auprès de notre libraire et je pense que vous les signerez. Dédicacés. Ils seront dédicacés à la fin de cette séance. Qui pose la première question? Oui. Il faut juste, effectivement, vous êtes très nombreux, donc que le micro puisse arriver jusqu'à vous. Voilà, on vous écoute. Je précise juste, pendant que le micro arrive, qu'il n'y a pas de consultation en direct. Excusez-nous, ce sont des questions générales auxquelles on va répondre. Générales, Et courtes, s'il vous plaît. Qui font forcément partie de ce que nous avons vécu. Mais j'avais une question à vous poser, puisqu'effectivement, là, toutes les spécialités sont réunies. Effectivement, je me base de ce que j'ai vécu personnellement. Bien sûr. J'avais vécu une pathologie vésicale pour laquelle mes médecins m'avaient traité avec de nombreux antibiotiques, ce qui m'avait déclenché une pathologie gastrique sur laquelle j'ai été traitée pendant des années, ce qui m'a déclenché une dermatite, donc au niveau de la peau. Et j'ai consulté de nombreux spécialistes, mais chacun dans leur spécialité, bien que je leur dise les différents symptômes que j'ai pu avoir, ne voyaient que midi à leur porte et ils n'arrivaient pas à chercher justement. Vous dites vous-même, il ne faut pas absolument chercher la cause peut-être à l'origine, mais le fait est que ce sont les médicaments qui m'ont induit ces autres pathologies. Et la cause originelle était peut-être tout simplement le stress. Donc on est vraiment dans ce débat-là. Comment on peut faire dans ces cas-là quand cette origine est si compliquée? C'est vrai que neuropsychique, les maladies, elles sont plus difficiles à diagnostiquer. Et du coup, c'est difficile pour des médecins de savoir croiser les spécialités. Alors comment on peut faire un peu tout à la fois? Le patient, c'est un tout, hein, c'est un ensemble. Alors ça, c'est un des gros problèmes de la médecine qui ne peut pas être résolu. C'est-à-dire que les données sont de plus en plus compliquées, donc il faut être de plus en plus spécialisé. Même, par exemple, à l'intérieur de la dermatologie, il y a de plus en plus de sous-spécialités. Et donc ça permet d'avoir une certaine excellence de ce point de vue-là. Mais à l'inverse, dès que on sort de ces spécialités, les médecins se sentent souvent très, très maladroits. Je crois qu'une solution, parmi d'autres, c'est exactement celle qu'a évoqué mon collègue. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a une difficulté psychologique qu'il faut forcément aller voir le psychiatre, c'est que les médecins doivent être formés ou s'intéresser au soutien psychologique qu'ils peuvent apporter dans la mesure du possible, ce qui n'est pas facile non plus à mettre en place. Parce qu'ils ne sont pas systématiquement formés. Je veux dire, l'abord psychologique n'est pas ce qu'on enseigne le mieux en France actuellement. C'est ça. Alors une Autre question, monsieur? Oui, moi c'est sur la notion de maladie psychosomatique, j'aimerais revenir parce que le patient, le malade, lui, il a à la fois un psychisme et un organisme, donc lui, il est psychosomatique. Mais est-ce qu'on peut pour autant déduire que des maladies sont psychosomatiques? Parce que quand ça va mal au niveau de la tête, généralement au niveau du corps, ça va mal aussi. Et quand ça va mal au niveau du corps, généralement au niveau du psychisme, il y a une dégradation de l'état psychique aussi. Donc généralement, il y a une comorbidité à la fois somatique et psychique qui va de pair. Mais pour autant, est-ce qu'on peut en déduire qu'il y a des maladies qui sont psychosomatiques, sachant que toutes les maladies, qu'elles soient psychiques ou somatiques, elles entraînent une dégradation sur les deux registres. Donc finalement, le meilleur moyen de lutter contre les maladies dites psychosomatiques, est-ce que c'est pas finalement de guérir les malades et ça va améliorer leur état à la fois sur le plan somatique et sur le plan psychique? Oui, c'est exactement ça. Et plutôt que de mettre des étiquettes, autant parler de maladie et surtout de malades. Messieurs, vous voulez pas répondre aussi?
Pour ma part, je crois qu'il y a toutes les maladies sont psychosomatiques par définition, mais dans nos études médicales, on n'apprend pas le mot psychosomatique. Ça ne veut pour nous pas dire grand-chose, parce que précisément le cerveau et le soma, le somatique, sont reliés étroitement. Donc les maladies, par essence, elles sont psychosomatiques, qui est une lésion tumorale ou en évidence. Et comment le psychiatre aborde les études justement en psychiatrie? Est-ce qu'elles sont plus concentrées sur ce genre de problème? Non, je pense que c'est toujours dans un souci méthodologique. Et comme vous le savez, c'est vrai que c'est pour que le côté psy ne dise pas n'importe quoi, pour que ça reste pas très vague. Il est obligé d'avoir une méthodologie pour la renvoyer non seulement à son collègue somaticien qui est responsable du soin d'une certaine pathologie, mais surtout, il se doit aussi d'apporter une réassurance aux patients qui viennent le consulter et qui se posent des questions, plein de questions. L'idée de travailler, notamment dans ce que vous avez cité, comorbidité, est un principe qui est très bien accepté d'un point de vue médical dans toutes les classifications. C'est-à-dire, on peut avoir, par exemple, je citais tout à l'heure une maladie de Crohn, qui est reconnue, traitée, prise en charge avec tous les critères standards approuvés par les sociétés de spécialité concernées. Mais on peut avoir une comorbidité de type anxieuse, dépressive, et là justement donc l'association maladie de Crohn plus une anxiété, ça fait une comorbidité, et là effectivement l'un va jouer sur l'autre dans une relation bidirectionnelle. Alors quand on a une comorbidité, s'entêter à traiter que la maladie de Crohn, qui est la pathologie au fait principale, quelque part on ne va pas traiter complètement parce qu'il y aura des résidus. Peut-être que si on ne traite pas cette anxiété ou cette dépression, le patient va être moins compliant au traitement parce qu'il ne va pas bien dormir, il n'aura pas le moral. Pour traiter bien la maladie de Crohn, c'est une nécessité absolue de s'intéresser aussi à cette comorbidité anxieuse et dépressive. Et quand on traite l'anxiété et la dépression, on optimise le traitement de la maladie de Crohn et les patients généralement sont très contents. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on parle d'une bonne qualité de vie parce que c'est dans le confort au fait, la personne qui vit avec. Alors, je voudrais aborder juste une question qui reste très très problématique de notre société, c'est la prescription médicamenteuse. C'est vrai que pour ces patients, souvent, ils nécessitent un traitement et il y a beaucoup de patients qui bloquent là-dessus. Dès qu'on leur dit effectivement, il y a une dépression réactionnelle, attention, vous n'êtes pas dépressif, mais c'est vraiment par rapport à l'épuisement, le poids des choses, la chronicité, il vous faut un traitement, mais bien sûr une prise en charge relationnelle. Et là, c'est un souci, parce qu'il faut d'abord y croire que le fait de prescrire un antidépresseur, c'est pas catastrophique, au contraire, ça peut apporter d'énormes solutions. Et sachant que quand on prescrit bien, on peut avoir l'effet anxiolytique, l'effet antidépressif, on peut même améliorer certains scores de la maladie de Crohn, c'est-à-dire des maladies inflammatoires ou des maladies fonctionnelles, avec de très bons scores quand on fait justement des études et des évaluations. Donc encore une fois, posez des questions à vos médecins, essayez d'aller jusqu'au bout sans stigmatiser, sans se dire, parce que le côté psy finalement, c'est vrai que votre médecin, il peut l'investiguer, il peut le faire, il peut apporter de très très bonnes réponses. Merci beaucoup. Nous avons une question de madame sur votre droite. Oui, bonjour. Du coup, je trouve que ça amène le sujet suivant que je voulais aborder, c'était l'influence dans l'autre sens, à savoir, est-ce que dans les recherches actuelles sur le microbiote, on pourrait soigner des dépressions type dépression bipolaire en agissant sur tout ce qui est le second cerveau, justement, et est-ce que il y a des traitements au point et des expériences qui sont vraiment réalisées aujourd'hui sur ce point? Alors très rapidement, on en est encore au stade expérimental. C'est vrai que chez l'animal, on évalue ce qu'on appelle les psychobiotiques, c'est-à-dire des probiotiques capables, des bactéries bénéfiques pour l'hôte capables de modifier le comportement. Chez l'animal, on a des résultats positifs. Les études chez l'homme sont très discordantes, ça débute à peine, mais il n'est pas impossible de conceptualiser que des modifications de la flore digestive, des interactions avec la muqueuse, avec l'immunité, avec la sensibilité et les informations cérébrales puissent modifier les comportements, qu'ils soient anxieux et dépressifs, en particulier dans les maladies qu'on vient de citer, les maladies inflammatoires, les troubles fonctionnels intestinaux. Donc
c'est un champ des neurosciences qui reste à construire et qui débute. On prend encore une question, Hélène? Oui, Patricia, peut-être vous en aviez une. Voilà, juste la dernière question. Oui, alors merci beaucoup. Avant tout, à titre personnel, je suis vraiment convaincue de cette relation étroite et profonde entre psychisme et tout ce qui est somatique. Mais je veux poser une question qui est une provocation. Alors, si on pousse à l'extrême ce qu'on vient de discuter, on peut imaginer que les personnes qui sont les plus positives, les plus optimistes, les plus battantes, ont un système humain qui fonctionne mieux en général et donc sont moins assujettis à des pathologies. Est-ce qu'on sait si ça est vrai? Évidemment, ça devrait être testé sur des grands nombres. Je précise simplement que vous avez raison. Et en particulier, les malades qui ont une humeur non dépressive et qui sont optimistes ont généralement, dans des maladies graves, une meilleure capacité à tolérer, à accepter la maladie, peut-être pas à guérir, mais en tout cas à avoir une meilleure qualité de vie. Ça, c'est clairement démontré. Je voudrais, réponse de vous deux sur le même sujet. Juste une réponse. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur le type un peu de personnalité, et les personnalités qui luttent le plus, c'est les personnalités les plus résilientes. Et c'est vrai que nous, médecins, et tous soignants qu'on est, on est les experts de repérer des vulnérabilités. Alors qu'on devrait aussi repérer les facteurs de résilience et travailler avec, les renvoyer aux patients pour faire face et les rendre un peu plus optimistes. Docteur Misri. C'est comme ça en fait, il faut être dans le soutien, c'est-à-dire que c'est prouvé largement que les personnalités positives ont plus de chances dans la vie et plus de chances par rapport aux maladies. Mais il ne faut pas tomber dans le travers inverse, c'est-à-dire qu'il faut soutenir les gens et il ne faut pas culpabiliser les gens qui vont mal. On va pas mal parce qu'on est négatif. Hein. J'avais dans la tête comme ça un patient qui est mort d'un cancer et dont la famille disait tout le temps c'est parce que t'es pas assez positif, faut que tu sois plus positif, etc. C'est odieux de faire ça. On n'est pas coupable parce qu'on a une maladie. Par contre, si on a la chance d'être positif, c'est très bien. On mourra quand même, on sera malade quand même. Hein. Néanmoins, si on peut, nous médecins ou d'autres d'ailleurs, des psychologues, aider les patients pour qu'ils soient plus positifs, c'est bien. Si ça marche pas, il y a d'autres solutions. Messieurs, un grand merci.